point. Ok, donc là on voulait regarder dans le cas de solide, donc la dynamique avec des solides en rotation. Alors ce qu'on avait dit, c'est qu'on avait des rotations un petit peu particulières, nous c'était plutôt des rotations qui étaient autour du centre de gravité. Dans le cas où la rotation ne se passait pas autour du centre de gravité, on avait plutôt considéré que c'était des masses ponctuelles, on avait déjà fait des exos un petit peu là-dessus. Alors ce que je vais vous faire ici, ça permettra d'introduire quelque chose qui nous servira ensuite au niveau du théorème de l'énergie cinétique. On va considérer qu'il y a par exemple deux balourds, un premier solide comme ceci, qui va venir engrainer. Donc ce solide, je vais le mettre par exemple sur une liaison rotule, sur une extrémité. Ici, une liaison linéaire annulaire de l'autre côté. Et ce solide, je vais l'appeler 1, par exemple, donc, qui va venir engrainer avec une roue dentée. Donc vraiment un truc super classique, quoi, j'ai envie de dire, hein, le système mécanique de base, quoi. J'ai un engrenage et puis j'ai deux trucs qui tournent, quoi, tout simplement. Et puis là, même type de liaison qu'il va y avoir de l'autre côté. Je vais venir appliquer à tout ça un couple. Donc le couple, je vous le mets comme ça, c'est, je vais vous mettre les repères, X et Y. Alors ce genre de représentation, c'est vrai que j'évite j'évite d'utiliser ce type de notation pour le couple, tout simplement parce que on a un petit peu du mal à des fois à voir c'est autour de quel axe on vient tourner. Alors là, je l'utilise, ça veut dire que le couple est sur l'axe des X. Si vous voulez, ça veut dire que vous tournez un peu comme ça sur l'axe des X. Comme j'ai une difficulté pour représenter ça dans la profondeur, eh bien, c'est pour ça que j'utilise cette flèche, ok? Cette espèce de double flèche, ça veut dire que c'est un couple. Ok, donc j'ai un torseur couple sur l'axe des X qui vient s'appliquer tout simplement. Donc j'ai deux solides ici, donc les centres de gravité de mes solides sont autour de l'axe de rotation, et ça c'est important parce que sinon ça va pas tout à fait se passer comme ça. Donc j'ai des solides qui sont parfaitement équilibrés. Et sur ces solides, on va me donner simplement les moments d'inertie. On ne va pas me donner la totalité de la matrice d'inertie, on avait déjà fait des exos là-dessus. On va dire par exemple le moment d'inertie J1 de ce solide-là, donné autour du centre de gravité, vraiment c'est important, hein, parce que le point d'application de la matrice d'inertie, on avait vu en regardant dans SolidWorks que la matrice d'inertie ou les moments d'inertie peuvent avoir des expressions différentes en fonction du point sur lequel on allait l'exprimer. Donc ce J1, je sais pas, par exemple, il est égal à, je mets une valeur quelconque, c'est pas très très important, hein, 100 kg mètre carré. Alors on avait vu aussi pourquoi ensemble l'unité était des kilogrammes multipliés par des mètres carrés, parce qu'on avait une masse ponctuelle qui était au bout d'un bras, qui était déportée par rapport à l'axe de rotation. Ben, au bout d'un moment, on avait dit que c'était la masse multipliée par la distance au carré. C'est quand on avait fait la totalité de développement, c'est ce sur quoi on était tombé. Allez, mettons que maintenant, mon J2, il a les mêmes caractéristiques d'inertie, donc autour de son propre centre de gravité. G2, pardon. Il a la même valeur, ça me simplifiera un peu mes calculs. Voilà, tout simplement. Simplement, j'ai des roues dentées ici. J'ai un Z1 qui est égal à 100 dents, par exemple. Et ici, j'ai un Z2 qui est égal à 50 dents. J'applique mon couple, donc AT égale à 0. Le taux de rotation oméga. Donc de mon solide 1 par rapport à 0, c'est lui le solide 1, je vous rappelle, qui est aussi égal à oméga du solide 2 qui est égal à 0, dans ce cas-là, est égal à 0 radian par seconde. Ok, ça c'est la valeur du taux de rotation, c'est pour ça que je ne mets pas de vecteur dessus. Donc ça ne tourne pas. Et moi ce que j'aimerais connaître, c'est quand j'applique mon couple C
qui est égal à 10 Nm. Quand j'applique ce couple moteur, ce que j'aimerais connaître, c'est AT est égal à 10 secondes. À quoi est égal mon taux de rotation? La dynamique ne me donne pas des vitesses. Par contre, la dynamique telle qu'elle, on avait vu, elle me donnait des accélérations. L'accélération, c'est la variation de la vitesse au cours d'un temps. Comme je connais la vitesse à un moment donné, je connais la variation du temps, je pourrais donc trouver la nouvelle vitesse. Allez, on va essayer de faire ça de manière assez simple. Donc déjà, première chose à faire, ça va être de dire que le couple est égal à l'accélération multipliée par le moment d'inertie que je vais avoir sur mon solide. C'est un exercice simplifié. Il faut ici faire une résolution simplifiée. C'est quoi une résolution simplifiée? Elle ne passe pas par les torseurs. Ok? La résolution que je vous ai faite tout à l'heure, c'est une résolution complète. J'étais passé par les torseurs. Alors pourquoi ici je vous dis il faut passer par une résolution simplifiée? La résolution simplifiée tout à l'heure, par exemple pour de la translation, la résolution simplifiée, c'est les forces est égal à la masse multipliée par l'accélération. Ça va être juste une petite équation toute simple comme ça. Et pour la rotation, la résolution simplifiée, ça va être le couple est égal à, au moment d'inertie, multiplié par l'accélération angulaire. Oméga, vitesse, point, accélération angulaire. Ça, c'est la résolution simplifiée. La résolution complète, c'est avec le torseur dynamique, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce que ici, je peux dire que je peux passer par cette résolution simplifiée? Parce que je ne m'intéresse pas aux actions dans les liaisons. Ok? Je me dis juste que j'ai un couple qui tourne, et moi, ce que je veux connaître, c'est l'accélération du système. Je ne souhaite pas connaître les efforts qu'il va y avoir sur mes rotules et mes linéaires annulaires. Comme je ne souhaite pas les connaître, ça ne sert à rien que j'aille développer des torseurs. Parce que si je développe les torseurs, je pourrais les connaître, certes, mais ça sera beaucoup plus long. Ok? Il faut vraiment se dire qu'il y a les deux manières d'aborder cette dynamique-là. La manière résolution simplifiée et la manière complète par les torseurs. Il va falloir être capable, quand on vous donne un exercice, en fonction des données de l'exercice, savoir vers quel type de résolution justement s'orienter. C'est pour ça que je vous engage à reprendre des exercices du cours, cacher éventuellement les résultats qu'on avait, qu'on avait développés ensemble, et déjà vous poser la question, est-ce qu'il faut partir sur une résolution simplifiée, force est égale masse fois accélération, ou est-ce qu'il faut tout développer, les torseurs de liaison, etc., etc. Et bien donc, moi je décide de passer par une résolution simplifiée, parce que je me fiche des actions de liaison, et mon équation que l'on avait vue ensemble, c'est que le couple est égal à l'accélération, oméga point, multiplié par la matrice d'inertie. Le petit souci ici, c'est que des accélérations, j'en ai deux. Et oui, j'ai l'accélération de cet arbre, j'ai l'accélération de cet arbre, et les inerties, j'en ai deux aussi, les inerties des deux arbres. Alors, si j'étais un peu bourrin, qu'est-ce que je ferais? Bah, je dirais que l'inertie totale, c'est égal à la somme des inerties, 200. Ouais, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi c'est pas tout à fait vrai? Parce que vous pouvez constater déjà que les deux arbres vont pas tourner à la même vitesse. Et oui, il n'y a pas un nombre de dents qui est égal. Z1 n'est pas égal à Z2. L'arbre 2 qui a 50 dents, l'arbre 1 qui a 100 dents, ça veut dire que quand je fais un tour avec l'arbre 1, eh bien moi j'en fais deux avec l'arbre 2. C'est-à-dire que l'arbre 2, il va aller deux fois plus vite que l'arbre 1. Ok, je ne vous redéveloppe pas l'équation des nombres de dents, ça normalement c'est un truc que vous maîtrisez bien. Mais en tout cas, je peux écrire que oméga 1 par rapport à 0 est égal à la moitié de oméga 2 par rapport à 0. Ou alors oméga 2 par rapport à 0 est égal à 2 fois oméga 1 par rapport à 0. Ça, c'est le rapport du nombre de dents. Ok, ça, c'est les Z qui vous donnent ça. Ok, ça veut dire que je ne tourne pas à la même vitesse. Si je ne tourne pas à la même vitesse, ça veut dire aussi que je ne subis pas la même accélération. C'est-à-dire que quand l'un ne tourne pas, l'autre ne tourne pas. Par contre, quand la vitesse a doublé, à cet endroit-là, la vitesse de l'autre côté a dû donc
doublé fois 2, c'est-à-dire ici quadruplé. Donc il y a un petit rapport entre les deux, effectivement, et il y a un rapport qui va s'appliquer aussi au niveau de l'accélération. Donc ça veut dire que si j'exprime mon accélération oméga 2 par rapport à 0, déjà la vitesse oméga 2 par rapport à 0, c'est égal à 2 fois oméga 1 par rapport à 0. Et donc ce rapport qui est au niveau des vitesses sera aussi le même rapport au niveau des accélérations. Donc je suis capable de dire que oméga de point de 2 par rapport à 0 est égal à 2 fois oméga point de 1 par rapport à 0, dû à mon rapport de réduction qu'il y a entre les deux, tout simplement. Ok, alors, donc, maintenant que je sais ça, bah, je sais que mon couple que j'applique là va donc s'appliquer autour de ce truc. Donc déjà, j'ai mon premier couple qui va y avoir. Mais ensuite, quel est le couple qui va s'appliquer au niveau de cette roue-là? Grande question. Eh bien, le couple qui va s'appliquer, donc si moi j'applique un couple comme ça pour faire tourner, bah, je vais aussi appliquer un couple ici, C2 pour faire tourner, qui est lié à C1, à mon premier couple, ok? Donc vous allez de la même manière pouvoir relier le couple qui fait tourner cette roue-là au couple qui fait tourner cette roue-là à mon couple moteur, simplement en vous disant que le couple multiplié, enfin ramené grâce au rapport de réduction, va vous donner le couple C2. Effectivement, hein, si imaginez que je ne suis pas en dynamique, que j'ai un système juste à l'arrêt, si je fournis ici un couple de 1 Newton par mètre, eh bien quel est le couple qui va être fourni sur l'arbre 2? Eh bien donc le rapport des couples, c'est l'inverse du rapport des vitesses. C'est-à-dire que là, si j'avais mon rapport C, donc si j'ai mon C, et ici que j'ai donc mon couple 2 sur l'arbre 2, c'est égal, ce rapport ici, c'est le rapport inverse. Donc ça va me donner 2 fois C2. Ou alors, ça va me donner que le couple qui est appliqué en 2 est égal à la moitié de mon couple. Ensuite, voilà, donc une fois que j'ai fait ça, bon, j'ai écrit mes quelques relations cinématiques que je vais avoir entre mes différents couples et mes différentes vitesses, bah, je vais pouvoir appliquer simplement ce truc-là, quoi. Bah, dire que sur l'arbre 1, j'ai le couple qui est égal donc à J1 multiplié par oméga point 1, ok, plus, qu'est-ce que je vais avoir? Eh ben, je peux utiliser par exemple cette relation cinématique là. Eh bien, J2 multiplié par son oméga point 2. Tout simplement. Donc J2 fois oméga point 2. Et j'ai oméga point 2 qui est égal à 2 fois oméga point 1. Donc ça me fait J1 oméga point 1. Bon, je marque pas 1 par rapport à 0. Plus J2 oméga point 2, donc 2 fois oméga point 1. Ok, ce terme-là, c'est celui-là. Ok, ce qui me permet donc en fait de réécrire et d'aller simplifier un petit peu tout ça et de ne pas faire intervenir le oméga point 2. Ce qui va donc, bah, si je développe un tout petit peu, ça me donne donc le couple qui est égal à J1. Non, je m'embrouille, pardon, excusez-moi. Le couple est égal à oméga point 1, facteur de J1 plus 2 fois J2, tout simplement. Ok, bon, le couple je connais. J1 je connais, J2 je connais, oméga point 1 je connais pas.
Donc j'ai déjà isolé oméga point. Je le mets tout seul d'un côté de l'égalité. Et ça, c'est égal au couple divisé par... Excusez-moi, on voit pas grand-chose. Je m'envoie entre le trépied, etc. Alors, ça fait ça divisé par J1 plus 2 fois J2. Allez, donc mon couple, moi j'avais dit au début que j'avais un couple de 10 Nm, ok, divisé par J1 qui est égal à 100, J2 qui est égal à 100, bah, ça fait 3 fois 100, donc 300. 10 divisé par 300, ça fait 1 divisé par 30. Ça fait oméga point 1 qui est égal à 0,033 radians par seconde au carré. Bon, j'ai mon accélération angulaire. Maintenant que j'ai déterminé la valeur de l'accélération angulaire, il faut que je termine le problème. Je vous rappelle les données initiales. Les données initiales, c'était donc que j'avais, pour un temps t égal à 0, une vitesse qui était nulle. Et moi, ce que j'aimerais, c'est pour t est égal à 10 secondes, ce que je voulais connaître, c'était la valeur de oméga 1. Et bien, comment je vais faire? Je sais que oméga point 1, c'est la variation de la vitesse. Donc je sais, je peux le noter, que oméga point 1, ça va être la vitesse finale, c'est-à-dire oméga 1 à 10 secondes, par exemple, moins la vitesse initiale, donc oméga 1 à 0 secondes, divisé par le temps qui s'est écoulé, c'est-à-dire divisé par mes 10 secondes ici. Ce terme-là, il est nul. Ok, donc si ce terme-là est nul, donc ça me fait oméga 1 à 10 secondes divisé par 10, c'est égal à oméga point 1. Oméga point 1, je le connais, donc je cherche oméga 1 à 10 secondes. Je l'isole. Oméga 1 à 10 secondes est égal à 10 fois oméga point 1. C'est-à-dire 10 fois 0,33, c'est-à-dire, enfin 0,033, ah là là, j'ai du mal, est égal à 0,33 radians par seconde. Voilà, donc j'ai ma vitesse finale, ici, de 0,33 radians par seconde au bout de 10 secondes. Et bien sûr, ce taux de rotation, cette vitesse, comme j'ai dit, va se mettre à augmenter au fur et à mesure. Il n'y a rien qui vient la contrer, il n'y a pas de couple de frottement qui dépendrait de la vitesse ou quoi que ce soit, donc théoriquement ça va faire qu'augmenter par rapport à la modélisation du problème que j'ai fait. Voilà, donc ici j'avais une résolution, on va dire accélérée, qui ne m'avait pas nécessité que je passe par les torseurs, et donc du coup pas besoin de passer par les matrices d'inertie. J'ai simplement utilisé le moment d'inertie pour pouvoir résoudre mon problème. La difficulté ici, c'était de bien modéliser mon problème initial pour me dire, attention, si, comme j'ai un rapport de réduction entre les deux, le taux de rotation ici et là est donc différent. Donc il fallait bien le ramener autour du même taux de rotation en fonction du nombre de dents. Après, on avait aussi la possibilité de rentrer par les couples, ce que j'avais commencé à vous développer ici. C'est-à-dire qu'on pouvait faire la même chose, simplement au lieu de dire que le couple est égal à le taux de rotation 1 plus le taux de rotation 2, on aurait pu dire tout simplement que sur chaque arbre, il s'appliquait un couple qui était lié entre C et C2 au niveau du rapport de réduction. C'est ce qu'on avait fait ici, on les avait liés, les deux couples. Et à ce moment-là, ça m'aurait permis justement d'utiliser oméga 2 ici et oméga 1, vraiment des vitesses qui sont différentes, parce que du coup, j'avais utilisé le bon couple qui était appliqué. Bon, le plus simple, ça reste la méthode quand même que je vous ai complètement développée, c'est-à-dire que j'essaie d'exprimer ma vitesse d'entrée au niveau de chacune de mes pièces en mouvement, et ce qui me donne donc le rapport des vitesses et le rapport aussi des accélérations, il n'y a pas de raison que ça change.
et ce qui va donc, me permettre, finalement d'avoir une expression un petit peu, simplifiée, du moment d'inertie. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, j'ai comme une sorte de moment d'inertie équivalent là, 2 fois J2 ramené sur l'arbre 1 qui dépend en fait du, rapport de réduction